dans ce webinaire au nom du ministère de l'Économie et du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire et en collaboration avec Climat Chance et Lux Innovation. Je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation du dispositif d'aide financière en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques. Bien évidemment, vous pouvez tout au long de cette présentation poser vos questions à droite de l'écran en haut et les intervenants s'efforceront de répondre à un maximum de questions. Voilà, sans plus attendre, nous allons démarrer cette présentation. Je passe la parole au représentant du ministère de l'Énergie et du Déménagement du Territoire, en l'occurrence Xavier Hansen. C'est à vous. Voilà, bonjour. Mon nom est Xavier Hansen du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire et je vais avec mon collègue Gilles Oberweis du ministère de l'Économie vous présenter aujourd'hui des infrastructures de charge qui est en place depuis juillet 2022. Aujourd'hui, me focaliser un petit peu sur ce que en tant qu'axe 2 qui s'adresse plus aux PME, mais quand même aussi énoncer l'axe 1 qui est basé sur des appels à projets et vous pouvez poser vos questions sur les deux axes si vous en avez par après, comme Madame le disait, dans la partie questions et on pourra y répondre dans la partie questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, pour commencer, notre régime d'aide, donc, comme je disais, est deux axes. Une axe qui vit d'une plus grande ampleur, d'une certaine envergure, donc des infrastructures de charge qui ajoutent plus de 170 kW de puissance de charge au réseau et qui est donc basée sur des aides à des appels à projets et sur une mise en concurrence. Projet, je reviendrai tout de suite. Et oui, alors le deuxième axe donc pour les PME. Nous avons lancé un fin de l'année dernière, donc de septembre au mois d'octobre, qui est donc clôturé aujourd'hui, où nous avons plusieurs centaines de bornes de charge qui sont ajoutées au réseau et nous avons décidé d'ouvrir un deuxième appel début de cette année jusqu'à fin mai 2023. Donc vous pouvez toujours entrer vos projets. C'est un appel qui a un budget de 5 millions d'euros. Comme je disais, des projets sont participés s'ils ajoutent une capacité de charge maximale de 175 kW. Et l'appel est ouvert aux projets aussi bien accessibles aux projets privés des entreprises, donc par exemple pour charger leur propre flotte ou pour permettre la recharge de véhicules aux employés. Le taux d'aide maximal qu'on peut demander varie, il est plus accessible au public. Si celles-ci sont accessibles 24 heures, on peut demander jusqu'à 50% des coûts éligibles, coûts d'investissement, et je vais venir plus tard au détail des coûts qui sont éligibles. Si c'est une infrastructure qui est semi-accessible au public, donc par exemple sur un parking la nuit et qui n'est donc pas ouvert 24 heures sur 24, on peut demander jusqu'à des coûts éligibles, et s'il s'agit d'une infrastructure pas ouverte au public, on peut demander jusqu'à 30% éligible. Par contre, choix de projets qui seront retenus, on fait un ranking de tous les projets entrés, et alors pour ne pas avoir un skewing vers les projets privés qui demandent d'office moins, on pondère en fait de ces projets pour avoir une liste qui finalement des projets entrés par rapport à leur possible. Donc j'essaie d'illustrer ça un peu par un exemple, c'est pas très comprendre. Ici on a donc un appel à projet où on aurait reçu 5 candidatures avec les capacités que la deuxième colonne, avec justement différentes accessibilités et aussi différentes demandes. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule entre le subside demandé et la puissance.
projet 1, ce serait 60, pour le projet 2, 200, et ainsi de suite. La puissance avec un facteur de 60%, 80%, justement 100%, pour arriver à notre où donc on voit que les projets privés plus chers dans le ranking et les projets publics 24/24 gardent leur, vu que le facteur est 1, gardent le coefficient euro par kilowatt. Et après, donc, on regarde ce que dans cet exemple fictif, on aurait... J'entends que le son se coupe tout le temps. Est-ce que c'est mieux maintenant ou c'est ma... C'est bien. OK. Alors, j'essaie de continuer à nous le dire dans le chat si ça ne fonctionne pas comme il faut. Donc, comme je disais, ici, donc, on a ce ranking. Merci beaucoup. Ce ranking où on verrait donc dans cet appel fixe que le projet 3, le projet 1 et le projet 5 seraient retenus, vu qu'on aurait un budget ici de 400 000 euros. Je pensais que ma connexion était bonne, donc je vais essayer. Voilà, excusez-moi, est-ce que ça va mieux maintenant? Là, par contre, je ne vois plus mes slides. Voilà. Donc, je m'excuse. Encore une fois, le classement. Donc, dans notre appel fictif ici, on voit donc cette pondération qu'on applique aux différents projets et on voit que donc les projets sont retenus finalement sur base de la colonne à droite et que donc dans ce cas, le projet 3, le projet 1 et le projet 5 seraient retenus. Vu qu'on aurait un budget maximal de 400 000 euros qui serait rempli avec ces 3 premiers projets, les 2 derniers projets ne seraient plus retenus. Voilà, et donc aujourd'hui, comme je le disais au début, le focus principal de notre webinaire est sur l'axe 2 qui s'adresse aux petites et moyennes entreprises. Donc je vais y rentrer plus en détail, mais après, évidemment, s'il y a des questions sur l'axe 1, n'hésitez pas. Voilà, donc l'axe 2, c'est un régime d'aide un peu plus simple, plus classique si vous voulez. Il n'y a pas de mise en concurrence, mais les petites et moyennes entreprises sont libres d'entrer leurs projets et si les projets remplissent les projets remplissent les conditions, le subside sera accordé. Ce subside a un taux maximal de 40% pour les petites entreprises et de 30% pour les entreprises moyennes pour tout ce qui est de l'infrastructure de charge en elle-même, donc pour la borne et tout ce qui appartient à l'infrastructure de charge en tant que telle. Ce pourcentage peut être majoré de 10% si on a un smart charging, donc une gestion intelligente de la charge qui permet de moduler la charge des bornes individuelles sur un ensemble d'au moins 4 bornes. Donc là, une petite entreprise pourrait obtenir jusqu'à 50% de ses coûts éligibles et une entreprise moyenne jusqu'à 40% de ses coûts éligibles. Et alors, on s'est rendu compte que souvent pour les projets, surtout pour les projets un peu plus conséquents, ce qui peut être un point bloquant, c'est le raccordement au réseau. Dès qu'on doit renforcer la capacité réseau, ça devient tout de suite relativement cher. S'il faut un nouveau transformateur, par exemple, on parle d'un ordre de grandeur de plus de 100 000 euros. Et il y a aussi souvent des travaux de génie civil qui
quand même font rapidement augmenter les coûts. Et donc, on a décidé sur cette partie-là, donc sur tout ce qui est renforcement du raccordement en réseau, donc tout ce qu'on fait avec son gestionnaire de réseau du côté du gestionnaire du compteur que les clients doivent payer, on peut avoir une aide d'une intensité de jusqu'à 60%. Pardon. Et pour ces aides, il y a des plafonds qui s'appliquent. Ces plafonds s'appliquent au niveau de l'entreprise. Et en tant qu'entreprise, on veut dire donc le groupe. Donc, si c'est une entreprise qui est liée, on regarde l'ensemble du groupe, où on peut recevoir donc sur la durée de vie du régime jusqu'à 40 000 euros pour tout ce qui est de la partie borne et infrastructure, et jusqu'à 60 000 euros pour tout ce qui est coûts liés au raccordement, donc un total de jusqu'à 100 000 euros pour vos projets mobilité électrique dans ce régime simple. Ceci n'exclut pas que si vous avez, en tant que PME, un projet plus grand, vous pouvez évidemment l'entrer dans l'axe 1 avec une mise en concurrence, comme expliqué tout à l'heure. Donc, comme je disais, le plafond absolu se situe à donc 100 000 euros par groupe. Et ce qui est très important pour tous nos régimes, c'est un principe général en fait de l'aide d'État aux entreprises comme fixé au niveau de l'Union européenne, c'est que la demande doit être soumise avant le début des travaux. Et par début des travaux, dans ce cas, ce qu'on entend, c'est tout engagement de coût. Donc, si vous signez un devis, pour nous, c'est déjà le début des travaux. Donc, on ne parle pas ici que l'installation commence physiquement, mais on parle vraiment d'avoir signé un devis. Ça, on ne peut pas le faire avant d'avoir soumis la demande. Néanmoins, une fois que vous avez soumis votre demande, vous ne devez pas attendre notre réponse pour passer commande. Évidemment, il y a toujours le risque de ne pas avoir le subside à la fin si le dossier n'est pas bon. Mais vous êtes en droit de passer commande, même de commencer l'installation avant d'avoir une réponse de la part des ministères sur votre demande d'aide. Alors, dans ce régime pour les PME, chaque entreprise, donc encore une fois, on parle de groupe, peut soumettre une seule demande d'aide par an, mais elle peut, par exemple, si vous soumettez une demande d'aide en 2023 qui n'atteint pas le plafond, par exemple de 20 000 euros pour une première phase de votre projet, vous pouvez en 2024, donc l'année suivante, soumettre une nouvelle demande pour une deuxième phase tant que vous n'atteignez pas en tout donc les plafonds que j'ai mentionnés tout à l'heure. Voilà, ça c'est donc la première partie plus générale de ma part. Je passe maintenant la parole à M. Gilles Weiss qui va vous expliquer un peu plus le volet administratif de la démarche, et je vais revenir dans une deuxième partie pour entrer dans les détails techniques des coûts éligibles et des conditions techniques demandées. Merci. Merci Xavier. Je me présente, Gilles Weiss du ministère de l'Économie, et comme Xavier l'a dit, je vais parler un peu des procédures administratives, quel lien faire attention et oui, pour bien soumettre la demande. Donc, on commence avec les 4 liens ou partenaires les plus importants. Bien sûr, guichet, myguichet.lu, guichet pour avoir un aperçu de la régime, puis après myguichet pour soumettre la demande. Après, il y a le ProCharging. ProCharging.lu, c'est en fait un matchmaking website où est-ce que si vous avez un terrain, vous pouvez le mettre un partenaire qui fait l'opération sur les bornes qui le faire pour vous, mais Xavier saura vous parler plus là-dessus. Pour moi, c'est le lien qui est en dessous, le map.geoportail.lu. En fait, d'où vous pouvez sortir le cadastral, ce qui est important pour nous aussi par après analyse sur votre dossier. En parlant du dossier, parler aussi des agences et de climat agents qui sont à votre disposition si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions. Climat Agence est plutôt là pour répondre à vos questions plutôt techniques sur les bornes, sur l'électricité, et Lux Innovation est là pour vous aider à déterminer l'éligibilité
pour certaines démarches ou si vous avez des questions aussi. Je tiens à vous informer que les deux services sont, donc n'hésitez pas à les contacter au moindre souci. Puis après, il y a les gestionnaires de réseau qui sont importants si vous envisagez augmenter votre tension d'électricité ou d'installer des travaux et donc tout ce qui est pour le raccordement au réseau. Vous voyez des étapes suggérées de notre part pour mettre votre demande. Ça commence bien sûr avec la vérification de l'éligibilité. À cette étape-là, il y a Lux Innovation qui peut vous aider si la taille de l'entreprise, les finances, ils sont corrects, si l'entreprise en difficulté par exemple, mais aussi à avoir tous les documents nécessaires. Deuxième étape, c'est bien sûr le formulaire de demande. Il y a à soumettre par exemple le devis de charge, la présentation du projet. Et si le projet n'est pas encore, vous pouvez aussi contacter Climat Agence qui sera pour vous aider à remplir pour que tout soit avec. Après, vous allez soumettre votre demande via MyGuichet et à partir de là, comme Xavier l'a dit, vous pouvez déjà commencer l'effet incitatif et respecté dont je reviens. Ici, vous voyez le site web de guichet.lu. Il y a les informations comme les conditions et les modalités et vous pouvez l'accéder par prise puis investissement. Je suis désolé, j'ai pas trop de vision là-dessus. Vous pouvez accéder à cette page-là. Les services en ligne et les formulaires, il y a une fois le lien pour enfin soumettre votre demande. Il y a aussi un catalogue de pièces jointes qu'il faut soumettre à joindre un document zip qu'il faut remplir pour faire cette analyse. Il y a des documents Excel. Encore plus en bas de la page, vous avez les démarches, les PME ou les appels à projets. C'est comme aussi les conditions générales. Et encore, vous avez les liens associés, c'est-à-dire la loi et des liens vus comme importants et intéressants pour cette démarche. Puis on vient sur des explications supplémentaires et FAQ. Comme j'avais dit, il y a l'effet incitatif et comme Xavier l'a déjà dit, tout engagement doit se faire la soumission de votre demande d'aide, sinon c'est considéré comme si l'aide a incité l'entreprise à réaliser. Et j'aimerais bien aussi vous parler un peu des exclusions. D'une part, il y a les entreprises en difficulté. J'ai dit que ça avec Lux Innovation pour déterminer si l'entreprise ou pas. Il y a les acteurs publics, administrations qui ne sont pas acceptés là, ou les infrastructures de recherche ayant une vocation à être revendues, par exemple par une promotion immobilière, mais aussi une location des bornes de recherche n'est acceptée ou c'est même pas inclus. Puis, si vous avez déjà le communiqué en vertu de la présente loi n'est pas accepté non plus, et bien sûr aussi le communiqué aide pour les mêmes coûts admissibles. On ne peut pas reprendre tout le temps coûts pour avoir de différentes. Si je vous redonne la parole à Xavier. Voilà, merci Gilles. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus en détail d'abord les coûts admissibles et les autres conditions qui s'appliquent aux bornes. Donc tout d'abord les coûts admissibles.
On parle toujours de coûts d'investissement, donc les coûts opérationnels ne sont pas éligibles pour cette aide. Et on parle donc bien ici des coûts de la borne en tant que telle. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai pour tous les deux axes du régime, tout ce qui est coût de renforcement du réseau directement lié au projet de mobilité électrique sont aussi éligibles. Aussi les coûts d'un éventuel système collectif de gestion intelligente de la charge. Comme je le disais tout à l'heure, dans le régime PME, on reçoit un bonus pour ces coûts. Tous les dispositifs permettant la transmission de données, à laquelle je reviendrai plus tard, le système de paiement qui doit aussi être installé aux bornes accessibles au public, tout ce qui est signalisation du site directement lié aux bornes de charge, les travaux de génie civil directement liés aux bornes de charge. Donc ici, on parle bien du socle des bornes, des tranchées qu'on doit faire pour les câbles et ainsi de suite. Mais évidemment, la réfection de tout un parking ne serait pas éligible dans ce cas. Ainsi que tout ce qui est dispositif de sécurité obligatoire. Par exemple, dans un parking souterrain de plus de 20 emplacements, il faut relier les bornes au système d'incendie et les boutons poussoirs qui viennent avec seraient donc aussi éligibles. Donc, ce qui n'est pas éligible, comme le disait Gilles tout à l'heure, les composants d'occasion, donc ça doit être des bornes neuves, tout ce qui est composants d'accessoires tels qu'un toit ou des panneaux photovoltaïques ne sont pas éligibles. Les panneaux photovoltaïques, bien sûr, peuvent bénéficier d'autres aides qui existent aussi. Et là, la Climat-Agence pourrait vous aider aussi à éventuellement combiner différents projets à ce niveau-là. Alors, les coûts d'exploitation, comme je le disais, ne sont jamais éligibles dans ce genre de régime. Et alors, ce qui est important, c'est qu'aussi les coûts qu'une entreprise va encourir pour se conformer à des dispositions légales en vigueur ne sont pas éligibles non plus. Donc, tout ce qui est équipement de nouveaux bâtiments selon les dispositions du règlement grand-ducal sur l'efficacité énergétique des bâtiments, il y a certains pré-câblages et aussi certains nombres de bornes minimum requis pour les nouveaux bâtiments. Ces bornes-là ne seraient pas éligibles. Tout ce qui va au-delà, de nouveau, pourrait aussi, dans un nouveau bâtiment, être comptabilisé dans le régime. Les frais d'études préliminaires ne sont pas éligibles non plus. C'est quelque part un avantage aussi pour vous en relation avec l'effet incitatif, parce que vous pouvez donc faire vos études préliminaires avant de soumettre votre projet. Et donc aussi des choses comme des extincteurs, des choses qui sont vraiment accessoires aux bornes ne sont pas éligibles pour les coûts que nous acceptons. D'autres critères plus techniques, le premier serait que les bornes doivent être alimentées à 100% par de l'électricité renouvelable. Si l'ensemble du site ne l'est pas, il est possible de voir avec votre fournisseur de recevoir des garanties d'origine pour les quantités qui sont en relation avec les bornes de charge chaque année et de nous prouver ça par ce moyen. Les bornes doivent alors aussi être exploitées pendant au moins 5 ans à compter la mise en service. Bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels. S'il y a un incendie ou quelque chose de similaire, cette condition ne pourra pas s'appliquer, mais en principe, en tout cas, il faut planifier à ce que les bornes soient utilisées au moins 5 ans. Elles doivent être mises en service dans un délai maximal de 12 mois après l'octroi de l'aide, donc après réception de notification de l'octroi de l'aide. On est bien conscient qu'actuellement, les délais sont assez longs, surtout dans ce domaine-ci, et que les projets peuvent aussi être ralentis s'il y a un besoin de renforcement de raccordement réseau. Ça peut aussi tirer en longueur le projet. Dans ces cas, on peut aussi demander approuver une extension de ce délai sur une demande justifiée. Alors, comme le disait Gilles, les bornes ne sont pas destinées à la revente ou à la location. Donc, c'est un promoteur immobilier qui installe des bornes pour après revendre le tout ne serait dans ce cas pas éligible, par exemple, avec l'exception du leasing, en fait, donc des crédits bail.
où il est possible d'obtenir l'aide via une entreprise de leasing qui alors intègre l'aide intégralement dans les loyers mensuels qu'elle demande aux clients et sous condition qu'après la durée du contrat, maximum de 5 ans, les bornes deviennent propriété du client. Alors, si elles sont accessibles au public, les bornes doivent offrir des prix raisonnables et clairement comparables et transparents aux utilisateurs finaux. Et dans le cas où votre projet serait développé sur le terrain d'un tiers, il faut aussi nous donner un accord de principe du propriétaire qu'une installation de bornes serait possible sur ce site. Spécifiquement pour les infrastructures qui sont accessibles au public, elles doivent encore remplir un certain nombre additionnel de conditions. La première étant qu'il faut permettre le paiement à l'acte, c'est-à-dire un paiement sur place avec carte bancaire. Ici, on différencie un peu entre les bornes AC, donc les bornes plus lentes, ou les bornes de charge normale, comme on les appelle, et les bornes de charge rapide, donc les bornes DC, où on dit que pour les bornes AC, il suffit d'avoir un code QR, comme on le voit parfois, qu'on peut scanner pour après s'enregistrer sur un site internet et payer par ce moyen avec sa carte bancaire, alors que pour les bornes DC, les bornes rapides, si elles sont accessibles au public, on demande qu'il y ait un terminal de carte bancaire soit sur la borne ou soit un terminal central sur le site qui permet de paiement sur toutes les bornes que nous subsidions via ce régime. Alors, elles doivent aussi être non discriminatoires d'un côté envers les clients. Donc, on n'accepte pas de bornes qui sont par exemple seulement ouvertes à une marque de voiture. Et elles doivent aussi être non aux fournisseurs de services de mobilité. Donc, le marché des bornes de charge est en fait divisé entre, d'un côté, l'opérateur de la borne, qu'on appelle CPO, et d'un autre côté, le fournisseur de services de mobilité, donc celui duquel vous avez votre carte d'accès aux bornes, qui a donc un rôle intermédiaire entre l'opérateur de la borne et le client. Parfois, évidemment, ces deux rôles sont combinés, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les bornes doivent être ouvertes via roaming ou directement aux mêmes conditions, aussi bien financières que techniques, à tout fournisseur de services de mobilité. Et pour donner justement à autant de fournisseurs que possible la possibilité de donner accès à ses clients aux bornes. Alors, nous avons certaines conditions par rapport à la communication de données, aussi bien données statiques comme la puissance de la borne, l'emplacement de la borne, des choses comme ça, que des données dynamiques. Donc là, par exemple, si la borne est en maintenance, si elle est libre, et donc ce genre de données. Là, un cadre européen est en train de se concrétiser très fort. Nous avons déjà inclus des conditions qui feront partie d'un futur règlement européen et les détails d'implémentation vont aussi se concrétiser un peu plus, mais les bornes, en tout cas, doivent être capables de mettre à disposition ces données. Alors évidemment, on aimerait aussi des bornes qui soient bien maintenues et qui soient opérationnelles le plus possible. Et donc là, on demande pour les bornes accessibles au public un taux d'indisponibilité inférieur à 5% s'il s'agit d'un point de charge ou de moins de 4 points de charge. Et dès que c'est 4 ou plus, alors on demande au niveau de l'ensemble d'infrastructures une disponibilité de 98,5% au moins, donc une indisponibilité de moins de 1,5%. Alors, en ce qui concerne la définition de l'accessibilité au public, ce que nous on entend là-dessous, on nous demande souvent, c'est en fait que la borne doit être accessible sans préavis. Par contre, elle peut être, par exemple, derrière une barrière, dans un parking payant, quelque chose comme ça. Ça peut remplir la condition d'accessibilité au public. Néanmoins, si vous êtes, par exemple, une banque et que le client doit avoir rendez-vous qui a été pris au préalable pour entrer sur votre parking,
là, la borne n'est plus accessible au public parce qu'elle ne peut pas justement être accédée par n'importe qui à n'importe quel moment sans préinscription. Et alors, il y a encore des conditions supplémentaires qui sont un peu moins intéressantes dans le contexte d'aujourd'hui, sur tout ce qui est terrain public. Là, l'électricité doit non seulement être garantie verte pardon, par des garanties d'origine, mais elle doit en fait être achetée via des accords d'achat d'électricité renouvelable et la borne doit être intégrée dans le système Chargy OK. Voilà, donc ça serait maintenant le tour d'horizon de ma part et de la part de Gilles Oberweis. J'aimerais bien ouvrir la scène à vos questions. Si vous n'en avez pas, j'ai aussi préparé quelques questions qu'on nous pose fréquemment pour un peu encore peut-être attiser la discussion, mais d'abord, j'aimerais bien ouvrir le tout à vos questions. Voilà, en ce qui... Donc, je crois que je passe la parole à Barbara maintenant. Oui, merci beaucoup. En fait, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Bon, j'ai une petite précision à vous faire. Cette présentation sera disponible sur le site de Climat à Chance et de l'X-Innovation et vous recevrez également assez rapidement le lien qui vous permettra de revoir le webinaire en replay. Hein. J'ai vu que ça a été une question posée dans le chat. Et normalement, on voulait lire les questions et pouvoir les répondre, mais je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, ça veut dire que la présentation a été très claire. Est-ce que, ça c'est une question pour mes collègues de ministère, est-ce qu'on passe directement à FAQ et comme ça on présente les questions typiques s'il n'y a pas des questions posées par les publics? Je pense que oui, s'il n'y a pas de questions, enfin, n'hésitez pas à en poser dans le tab de questions. Mais sinon, je vais passer un peu aux questions fréquemment posées. Et après, j'espère que ça peut être un peu mené à une discussion. Voilà, donc l'accessibilité au public, je l'ai déjà expliqué un petit peu. Donc effectivement, ça doit être une accessibilité sans préavis et non discriminatoire à tous les utilisateurs potentiels. La notion de prix raisonnable que j'ai mentionné aussi pose un peu question. Là, on est consciemment quand même relativement flou dans le texte légal, mais ce qu'on entend là-dessous, c'est en fait que les prix doivent être conformes aux règles de la concurrence, donc on ne peut pas faire de dumping de prix ni avoir demandé des prix excessifs qui sont loin de ce qu'on voit dans le reste du marché. Et surtout, si on a un doute et qu'on demande plus de détails, il faut savoir nous justifier que les prix sont quelque part quand même basés sur des coûts réels et que surtout la subvention se reflète dans le prix final qui est proposé à l'utilisateur final. Donc l'accès au public non discriminatoire, comme j'expliquais tout à l'heure, d'un côté, il y a donc l'accès aux différents clients qui veulent recharger leur véhicule, et d'un autre côté, donc l'histoire des fournisseurs de services de charge qui doivent pouvoir donc offrir leurs services sur la borne s'ils le demandent, au même, en profitant des mêmes conditions que les autres fournisseurs de services de mobilité. Si vous êtes, bon, pour tout ce qui est paiement à l'acte, la plupart du temps, c'est l'opérateur de la borne, donc le CPO qui offre aussi le paiement à l'acte. Là, le prix peut être différent du prix qu'il offre en B2B aux fournisseurs de services de mobilité, dans la mesure où il y a évidemment des coûts aussi additionnels qui peuvent justifier un prix un peu plus élevé à ce niveau-là. Voilà. Et évidemment, si vous avez une borne qui est accessible, par exemple, à vos employés et à vos clients, vous pouvez, ou même à vos employés, à vos clients et à des tiers, vous pouvez aussi donner en tant que fournisseur de services de mobilité une carte à vos employés avec laquelle ils peuvent charger moins cher, ou même à vos clients des avantages sur vos bornes par rapport à un tiers qui vient avec n'importe quelle carte.
Pour le paiement à l'acte, comme je l'expliquais, il est obligatoire uniquement pour les bornes accessibles au public et semi-accessibles au public, donc celles qui ne sont pas 24 heures sur 24. Évidemment, si vous avez des bornes qui sont uniquement ouvertes à vos employés ou à votre flotte, vous n'avez pas besoin de faciliter ceci. Et comme je le disais tout à l'heure, donc la différence entre les bornes AC et les bornes DC qui doivent vraiment avoir un terminal de carte bancaire sur site. Voilà, la capacité de charge, donc ça se réfère à l'appel d'offres, donc à l'axe 1. La capacité de charge, comme vous l'avez sans doute vu dans mes explications, est assez importante dans le classement finalement. Et là, on fait une différence, encore une fois, entre les bornes AC, donc les bornes de charge dites normales, comme les bornes chargées que vous voyez un peu partout dans le pays, et les bornes DC, donc les bornes rapides. Pour les bornes AC, la capacité de charge qu'on considère, c'est vraiment la somme des puissances nominales des points de charge. Donc, si vous avez 10 points de charge de 11 kW, on prendrait 110 kW comme capacité de charge, alors que pour les bornes DC, là, on prend la capacité que le site, dans son ensemble, peut mettre à disposition simultanément sur les bornes pendant une durée minimale d'1 heure. La logique étant que pour les bornes AC, c'est un add-on au parking quelque part. C'est important que les gens puissent charger à beaucoup d'emplacements, mais la puissance maximale de la borne ne doit pas être mise à disposition tout le temps parce que le client, en général, sera moins pressé. Alors que pour les bornes DC, là, c'est vraiment une infrastructure où le client vient spécifiquement pour recharger rapidement et donc on ne va rémunérer que la puissance qui peut effectivement être mise à disposition. La durée d'1 heure, on l'a ajouté en fait pour couvrir des cas où il y a par exemple une batterie qui permet d'éviter un renforcement du réseau qui évidemment ne peut pas donner la puissance infiniment, mais on se disait qu'1 heure, c'est quand même une bonne durée pendant laquelle on peut avoir un pic qui doit être couvert. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour aussi dire qu'une telle batterie serait aussi bien sûr éligible dans les coûts à prendre en considération dans le régime. Alors, encore une fois, côté appel à projet, une entreprise peut, dans le même appel à projet, soumettre plusieurs projets. Et il faut savoir que si un même projet se réfère à des infrastructures de différents niveaux d'accessibilité, donc si par exemple vous avez une borne accessible au public devant votre bâtiment et 20 bornes accessibles seulement à vos employés dans le parking souterrain du bâtiment, le projet sera dans son ensemble considéré comme un projet de la catégorie la plus inférieure, donc dans ce cas en tant que projet de borne de charge privée. Mais il ne devra pas non plus remplir toutes les exigences applicables aux bornes de charge accessibles au public. Donc, c'est un peu à vous à voir comment structurer vos projets si vous participez à l'appel d'offres. Alors, j'ai encore quelques exemples illustratifs. S'il n'y a pas de questions, on a un peu essayé de faire des exemples fictifs pour montrer un peu le niveau de l'aide qui pourrait s'appliquer. Donc, il y a ici, par exemple, un parking relativement grand qui est équipé, ce qui est semi-public, donc par exemple qui est fermé la nuit, qui serait équipé de 50 points de charge à 22 kW. Donc, en appliquant la logique de la somme des puissances nominales, on parlerait donc d'un projet de 1,1 MW dans l'appel à projet, qui coûterait, par exemple, 207 000 € et qui serait éligible pour un subside maximal de 83 000 €. Évidemment, vous demanderiez un peu moins pour être sûr que votre projet soit retenu dans le ranking par après. Un grand parc de bornes de charge rapide avec 16 bornes, comme on les voit sur les autoroutes. Là, on parlerait d'un budget plus conséquent de par exemple, ici, notre exemple fictif, 2 millions d'euros, qui alors atteindrait le plafond par projet qui s'applique dans l'appel à projet d'1 million d'euros. Ici, un plus petit projet comme une PME pourrait par exemple le mettre en place, 4 points de charge, 22 kW.
qui coûterait, en ce qui concerne les bornes en elles-mêmes, 9 500 €, plus encore un renforcement du raccordement à 5 000 €, et on pourrait atteindre un subside combiné de 5 850 € sur ces pratiquement 15 000 € de frais pour une moyenne entreprise. Ici, il y a une plus grande installation d'infrastructures charge lente qu'on entrerait aussi dans le régime des PME. Pardon. On aurait donc un coût estimatif de 38 000 € pour les bornes, 25 000 pour le réseau, et donc on arriverait à un subside maximal de 34 000 €. Ou bien, si on veut, en tant que PME, avoir une ou deux bornes de charge rapide, on atteindrait sans doute plus ou moins le plafond en tant que PME, mais on pourrait quand même couvrir une bonne partie de ces coûts. Voilà, là je crois que j'atteins effectivement la fin de mes slides. Si vous avez encore après le webinaire des questions qui vous viennent dans la tête, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email ici, qui sera donc aussi dans les slides qu'on va vous envoyer, ou par téléphone. C'est le numéro de téléphone de notre collègue Randy Quintus du ministère de l'Économie, qui s'occupe vraiment des dossiers ensemble avec Gilles, plus en détail, mais qui était malheureusement empêché aujourd'hui. Voilà. Y a-t-il maintenant encore des questions après ces explications supplémentaires? Je pense qu'il n'y a pas de questions. J'ai vérifié. Alors, voilà, j'imagine qu'on peut clôturer maintenant. Merci beaucoup. On a fait le tour à peu près de FAQ. Et encore une fois, vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui a été indiquée avant. C'est borne@eco.eta.lu. Voilà, un grand merci à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire et aussi à Gilles et à Xavier pour leurs interventions et leurs clarifications. Et bon courage à vous pour la suite de vos projets d'infrastructure de charge. Bon après-midi et au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.